Voici mon opinion, celle de DJ, sur la théorie de la Terre creuse, dont les entrées seraient au pôle Nord et Sud. Je ne sais pas si ces récits et exploits sont véridiques ou s'ils sont issus de la science-fiction ou de l'imagination fertile de cerveaux en ébullition, mais il y a vraiment trop de concordances et de détails précis entre eux, pour les rejeter en bloc, sans en avoir fait une analyse objective. Je tenais donc à ce que les personnes intéressées par ces aventures extraordinaires et hors du commun se fassent une opinion sur la possibilité que les gouvernements des grandes puissances nous cachent l'existence de civilisations intraterrestres qui habiteraient et prospéreraient à l'intérieur de notre Terre qui, celle-ci, aurait la forme d'une immense géode, avec au centre une énergie suspendue sous l'apparence d'un petit soleil qui aurait été créé par une technologie inconnue qui dépasse l'entendement de notre intelligence. Ces races intraterrestres ne nous sont pas hostiles et qui vivent sans s'occuper de notre civilisation belliqueuse, qui s'entretue depuis de millénaires, pour ne pas dire que cette hostilité dure depuis notre apparition sur cette terre. Il est possible que cette avance technologique de plusieurs milliers d'années nous terrorise et nous abaisse psychologiquement. Il est donc plus aisé de refouler et d'enterrer systématiquement, au fond de nous-mêmes, la vérité quand elle nous dérange. Quoi qu'il en soit, comme disait Hamlet, dans sa réplique, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, que ne peut en imaginer ta philosophie. Ou, comme disait Toth l'Atlante dans la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La théorie de la Terre creuse éclairerait certains mystères. La théorie de la Terre creuse expliquerait bien des choses. Par exemple, le phénomène de l'aurore boréale, le fait que les icebergs soient constitués d'eau douce, la migration d'animaux vers le nord en hiver, leur instinct leur indiquerait qu'il existerait par là-bas une région plus chaude. L'auteur cite William Reed qui répond à plusieurs questions. 1. Pourquoi la Terre est-elle aplatie au pôle ? Comme la Terre est creuse, elle ne peut pas être ronde. L'ouverture vers l'intérieur est prise sur sa rondeur, et cela proportionnellement à la grandeur de cette ouverture. 2. Pourquoi le Soleil ne se montre-t-il pas durant une très longue période en hiver, près des prétendus pôles ? Parce que, en hiver, le Soleil frappe obliquement la Terre au niveau des pôles. Quand on franchit les bords de l'ouverture polaire, on s'enfonce graduellement dans le creux intérieur de la Terre, de sorte que les rayons solaires sont partiellement coupés et qu'ils ne réapparaissent que lorsque le Soleil frappe directement cette partie de la Terre, c'est-à-dire quand il brille juste au-dessus de l'ouverture. Cela explique pourquoi les nuits sont si longues dans l'extrême nord. 3. De nombreuses chutes de météorites ont été observées dans la région des pôles. Pourquoi ? Si la Terre est une sphère solide, personne ne peut répondre à cette question. Si elle est creuse, la réponse est facile. C'est un volcan en éruption à l'intérieur du globe qui projette des fragments de roches dans l'air. De la même façon, on rencontre constamment de grandes quantités de poussière dans l'océan Arctique. 4. D'où provient cette poussière ? Des éruptions volcaniques. Une analyse a montré qu'elle était constituée de charbon et de fer. 5. Qu'est-ce qui produit l'aurore boréale ? C'est la réflexion d'un feu à l'intérieur de la Terre. 6. Où se forment les icebergs ? Et comment ? À l'intérieur de la Terre, où il fait chaud, les fleuves coulent vers la surface à travers l'ouverture polaire. Quand ils débouchent à l'extérieur, dans le cercle arctique, où la température est très basse, ils gèlent et se transforment en icebergs. Cela dure des mois. Et puis la chaleur de l'été, ajoutée à la chaleur de l'intérieur de la Terre, démantèle ces icebergs que l'océan emporte. Le fait que les icebergs soient formés d'eau douce, et non d'eau salée, prouve cette théorie. 7. Qu'est-ce qui produit les raz de marée dans l'Arctique ? Ce sont les icebergs quand ils se détachent et plongent dans l'océan. Il n'y a guère d'autre explication valable. 8. Qu'est-ce qui produit la neige colorée dans la région arctique ? Il y a deux causes. La neige rouge, verte ou jaune provient d'une matière végétale qui imprègne l'air avec une telle densité que lorsqu'elle tombe avec la neige, elle la colore.
On suppose que cette matière végétale est du pollen. Cela implique qu'il y ait des plantes et des végétaux quelque part, et en grande quantité. Comme on n'a jamais vu de champ de fleurs en plein océan glacial, il faut en déduire qu'ils se trouvent ailleurs à l'intérieur de la Terre. La neige noire, souvent remarquée, est causée par une poussière faite de carbone et de fer qui provient logiquement d'un volcan en éruption. Comme il n'y a aucun volcan en éruption dans le coin, je veux dire à la surface, alors il doit se trouver ailleurs à l'intérieur de la Terre. 9. Pourquoi la glace est-elle pleine de fragments de roches, de gravier et de sable? Ils proviennent, eux aussi, d'un volcan en activité situé près de l'endroit où se forment les icebergs. 10. Les livres de bord des explorateurs arctiques nous parlent de la plongée vers le bas de l'aiguille alors que les navires à voile voguaient dans les régions de l'extrême nord. En réalité, ils étaient à la courbure de la Terre, sur le bord de la coquille, où la gravité est géométriquement augmentée et tandis que le courant électrique se dirige apparemment dans l'espace vers le pôle nord fantôme, et cependant ce courant électrique, idem, poursuit son cours vers le sud le long de la surface intérieure de la croûte de la Terre. La théorie avancée a le mérite de bousculer les idées reçues, ces dogmes enseignés à tous sans réel fondement tout en s'appuyant sur des arguments pertinents. La Terre ne serait pas exactement telle que l'on nous l'a appris, mais n'en avions-nous pas déjà l'intuition? Peut-être que l'existence d'une Terre jusqu'alors inconnue, juste sous nos pieds, fait partie des révélations que nous apportera cette période de grands changements. Rien ne s'oppose à la découverte que des êtres peuplent cet espace, si ce n'est nos propres limitations intérieures. Les deux expéditions en Arctique, du 14 juin 1926 et du 19 février 1947, ont révélé la découverte extraordinaire, qu'il existait des entrées au pôle nord et sud d'une Terre intérieure avec une civilisation intraterrestre, dont les technologies dépassent les nôtres de plusieurs milliers d'années, d'après l'amiral Richard Byrd. Lors de ces expéditions relatées ci-après, Byrd entra tout simplement dans les déclivités polaires, qui pénètrent à l'intérieur creux de la Terre, là où règne un climat tropical et où se développe une vie végétale, animale et humaine. Ces déclivités polaires nous sont inconnues actuellement et les gouvernements nous le cachent, car ils savent que c'est de là que sortent certains ovnis, prouvant que la civilisation atteinte par les gens de l'intérieur dépasse de loin nos capacités technologiques, et que l'on n'a aucun intérêt à les affronter. Notre planète est creuse, l'entrée se trouve au pôle. Voilà la découverte de l'amiral Richard Byrd. L'amiral Richard Byrd qui, lors de cette mission, eut un contact direct avec un alien, en particulier un alien accompagné d'autres aliens, de forme totalement humaine. Le contact direct que l'amiral Byrd eut avec un vieillard ayant la même constitution qu'un humain et se présentant tel quel, le marquant à tel point que sa vie en fut changée. Car lui ne pouvait s'attendre à être choisi pour divulguer ses nouvelles. L'alien lui dit qu'il est un homme bien et c'est pourquoi il s'adresse à lui. Il y a eu dans le passé, 2 marins, le fils Olaf Jansen et son père Jens, qui ont embarqué sur un sloop de pêche. J'avais 19 ans quand nous avons entrepris ce qui s'est avéré être notre dernier voyage en tant que pêcheur et qui a abouti à l'histoire étrange qui devra être révélée au monde. Je me rappelle bien que nous avons quitté Stockholm dans notre sloop de pêche le 3e jour en avril 1829 et avons navigué au sud, laissant l'île de Gotland à gauche et l'île Élan à droite. Je ne peux pas relater toute l'aventure qui nous est arrivée, dans le pays des géants, que nous avons rencontré dans la terre creuse, en remontant un fleuve. Le long des berges, on pouvait voir de grandes forêts s'étirant sur plusieurs milles de longueur sur le littoral. Le bord de la rivière était couvert de belle façon, d'arbres gigantesques de plusieurs centaines de pieds de haut. Il nous semblait être aux abords de quelques forêts primitives qui sans aucun doute, devaient s'étirer loin à l'intérieur. Mais si l'on nous parle des séquoias gigantesques de Californie, on peut dire que ces arbres sont bien minuscules et insignifiants si on les compare avec les arbres Goliath de la forêt du continent intérieur, où abondent des arbres puissants de 800 à 1000 pieds, 243 mètres à 305 mètres, de hauteur et de 100 à 120 pieds, 30 mètres à 37 mètres, de diamètre qui sont de plus innombrables dans des forêts se prolongeant sur des centaines de milles dans l'arrière-pays jouxtant la mer.
Les habitants sont des géants de 3,67 m et un grand prêtre de 4,26 m, une véritable civilisation de géants aimables, très avenants et surtout très enjoués. Après être resté dans la ville de Haiti pendant environ une semaine, le professeur Galdea nous a conduits sur un îlot, où nous avons vu des milliers de tortues, le long du rivage sablonneux. J'hésite à révéler la taille de ces grandes créatures. Elles mesuraient de 25 à 30 pieds de long, de 7,60 m à 9,14 m, de 15 à 20 pieds de large, 4,57 m à 6,09 m, et bien 7 pieds, 2,3 m, dans la hauteur. Quand l'une d'entre elles a étiré son cou pour sortir sa tête, elle avait l'apparence affreuse de quelque monstre marin. Les conditions étranges du monde intérieur sont favorables non seulement aux prairies énormes d'herbes luxuriantes, les forêts d'arbres géants et toutes sortes de vie végétale, mais aussi à la merveilleuse vie animale. Un jour nous avons vu un grand troupeau d'éléphants. Il devait y avoir 500 de ces monstres tonitruants, avec leurs trompes ondulantes et toujours agitées. Ils déchiraient d'énormes branches d'arbres et piétinaient des petites pousses comme le ferait une brosse de noisetier. Il faisait en moyenne plus de 100 pieds, 30,48 m de long et de 75 à 85 pieds, 22,86 m à 25,90 m de haut. Il me semblait, alors que je regardais ce merveilleux troupeau d'éléphants géants, que je me retrouvais de nouveau dans la bibliothèque municipale de Stockholm, où j'avais passé beaucoup de temps à étudier les merveilles de l'ère du Miocène. J'étais rempli d'un silencieux étonnement et mon père restait sans voix sous l'effet de la crainte. Il me saisit le bras en guise de soutien protecteur, comme si sa craintive appréhension allait nous rattraper. Que ce soit à l'intérieur des montagnes, ou le long du bord de mer, nous avons trouvé une vie abondante d'oiseaux. Quand ils étendent leurs grandes ailes, certains des oiseaux ont semblé mesurer 30 pieds de large, 9,14 m. Ils sont d'une grande variété et très colorés. On nous a permis de monter sur le bord d'une roche et d'examiner un nid d'œufs. Il y avait 5 dans le nid, dont chacun était au moins de 2 pieds, 61 cm, dans la longueur et 15 pouces, 38 cm, de diamètre. On était autour du 1er septembre, plus de 5 mois, nous l'avons calculé, après avoir fait nos adieux à Stockholm. Olaf Jansen prétend que l'ouverture du nord, ou la largeur du trou, pour ainsi dire, est d'environ 1400 milles de diamètre.